Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, posons les culottes. Il a fait sauter un monument. Il y a 50 ans, j'avais 25 ans, et j'étais journaliste. Je me suis trouvé à recevoir un communiqué et le manifeste du FLQ. Alors ça a changé beaucoup, beaucoup le cours de ma vie. Il y aura aujourd'hui 50 ans, jour pour jour, le 17 octobre 70, la cellule des Frères Roses émettait un communiqué annonçant l'exécution de Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'Assimilation. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre environnement, vos études? Alors moi, je suis un pur produit, Alain, du Collège classique. Je ne sais pas si les jeunes se souviennent de cette institution-là. Ça m'étonnerait. En tout cas, on était 8 ans dans le même collège, donc de l'âge de 12 ans jusqu'à plus 8 ans, donc jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai suivi des études qu'on appelait à l'époque des humanités, gréco-latines. On apprenait le grec, le latin. Alors, ça a été une très bonne formation pour moi. Et quand j'étais au collège, je me suis intéressé au journalisme étudiant. J'ai été directeur du journal étudiant de mon collège et j'ai été à la presse étudiante nationale aussi à l'époque ensuite. J'ai fait des études en sciences politiques et je suis allé en France, à Strasbourg, pour étudier à l'école de journalisme parce qu'en 67, il n'y avait pas d'école de journalisme au Québec. Et ça a été une très bonne décision puisque j'ai rencontré ma femme, une Française, qui est toujours avec moi aujourd'hui, 50 ans plus tard, et qui m'a permis d'avoir la nationalité française, dont je suis très fier. Alors, vous voyez un peu le parcours que j'ai eu. Beaucoup d'études, beaucoup de voyages aussi, encore jeune. Et finalement, j'ai commencé à travailler à la radio de façon professionnelle en 69 dans une station de radio de Montréal qui s'appelait CKAC. Donc, c'est là que vous vivez les événements de la crise d'octobre. Voilà, ça m'a surpris parce que je n'avais aucune connaissance de personne dans ce mouvement-là. Et finalement, la station de radio CKAC et une autre station de radio qui s'appelait CKLM, on a reçu des communiqués des gens qui venaient de faire les enlèvements, dont on parlera tout à l'heure, les fameux enlèvements politiques, les premiers en Amérique du Nord. Et puis donc, je me suis trouvé à recevoir un communiqué et le manifeste du FLQ. Alors ça a changé beaucoup, beaucoup le cours de ma vie. Parce que, dans le fond, on entend souvent dire que c'est Gaétan Montreuil à Radio-Canada, à la télévision, qui a lu pour la première fois le manifeste. Mais en fait, c'est vous, la veille, qui avez, sur les ondes de CKAC, eu cet honneur, si on peut dire, ou cette chance pour un jeune journaliste. J'ai eu mon quart d'heure de gloire à ce moment-là parce que c'était quand même un document important. Le manifeste du FLQ, c'était une des conditions que les ravisseurs de M. James Cross posait au gouvernement pour libérer leur otage. Une des conditions, la plus importante, c'était de libérer 23 prisonniers politiques. Alors, le manifeste devait être lu dans les médias. Finalement, quand on a appris à CKAC que Radio-Canada allait le lire le lendemain, là, la direction de CKAC a dit « J'ai eu le feu vert pour lire le manifeste du FLQ en soirée à 22h30 et on sera roulé toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain, ça a été M. Montreuil à Radio-Canada. » Quelle a été votre réaction? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous trouviez que ça avait bien du bon sens, que c'était exagéré? J'étais politisé. Comme vous dites, à 25 ans, j'avais vécu mai 68 en France déjà, où on pensait, la jeunesse pensait faire la révolution. Et la jeunesse pensait faire la révolution dans beaucoup de pays à cette époque-là. Hein. Ça a été des années avec plein de luttes révolutionnaires un petit peu partout, Cuba, l'Algérie, le Vietnam. Et donc, j'étais conscientisé. J'avais même une carte de membre du Parti québécois qui venait d'être fondé en 1968 par M. René Lévesque. Et j'avais jamais été membre avant, par exemple, du Rassemblement pour l'indépendance nationale ou des premiers mouvements. Donc, j'étais politisé. Et je travaillais aussi pour un hebdomadaire qui s'appelait Québec Presse, dont le directeur était Gérald Godin, un grand poète, journaliste aussi. Qui a été emprisonné. Qui a été emprisonné, et c'était mon ami Gérald Godin. Alors, bref, c'est un hebdomadaire indépendantiste. Alors, mes convictions étaient relativement connues, même quand vous travaillez, évidemment, vous faites attention pour rester le plus objectif possible. Alors, quand j'ai reçu ce document-là, le manifeste du FLQ, c'est sûr que j'ai vu là-dedans c'est un document qui était très bien fait, très bien écrit et qui décrivait bien la situation que vivaient les travailleurs et les travailleuses au Québec à l'époque, une situation d'exploitation
Et ça m'a touché. Et vous savez que ça a même touché Gaétan Montreuil à Radio-Canada le lendemain, parce que M. Montreuil l'a dit, il venait de Saint-Henri, d'un milieu ouvrier, d'un milieu pauvre, et il s'est reconnu lui-même, reconnu sa jeunesse en lisant ce document-là, même si M. Montreuil, évidemment, avait un visage extrêmement sérieux, puis on sait comment il était, mais il s'est reconnu. Alors, si M. Montreuil s'est reconnu, il y a des milliers de Québécois qui se sont reconnus, évidemment, dans la description qu'on faisait de la situation du Québec, même si les gens étaient en immense majorité en désaccord avec la violence politique et puis les moyens que le FLQ utilisait. Oui, parce que je crois qu'en tout cas, je l'ai lu dans votre livre, je ne me souviens pas si l'expression est de vous, mais on dit que la lecture du FLQ sur les ondes a été probablement la seule grande victoire du FLQ. Ils ont gagné la première manche parce que les gens, comme vous venez de mentionner, eux aussi se sont reconnus dans ce texte, peut-être pas la bourgeoisie d'Outremont, mais enfin le peuple québécois. Le peuple. Et qu'effectivement, donc, ça l'a comme... il y avait quelque chose là. Il y a eu une certaine sympathie qu'on a mesurée à l'époque dans la population par les lignes ouvertes que les stations de radio avaient. Les gens pouvaient s'exprimer et dire ce qu'ils pensaient à la radio. Et puis, des personnes aussi importantes que M. René Lévesque, qui était le chef fondateur du Parti québécois, M. Claude Ryan, qui était directeur du Devoir à l'époque, les présidents des centrales syndicales avaient demandé au gouvernement de négocier avec le FLQ la libération des prisonniers politiques. Et puis, on verra après, on a pensé que ces gens-là voulaient faire un complot pour renverser le gouvernement, mais ces gens-là aussi disaient au gouvernement, négocier avec le FLQ, et on a pensé que ces gens-là étaient trop sympathiques au FLQ, mais ils voulaient simplement qu'on sauve la vie de 2 personnes, hein, parce qu'il y a eu M. Cross qui est enlevé, puis il y a M. Laporte, dont on n'a pas parlé encore. Bon, vous lisez le manifeste, mais il y a eu des conséquences quand même désagréables pour vous le lendemain. Le surlendemain. Le surlendemain, j'ai lu le manifeste le 7 octobre à CKAC, en soirée. Et le 9 octobre, la police de Montréal venait chez nous, 6 policiers, un qui est entré par la fenêtre. Ils ont presque défoncé la porte. Je suis allé ouvrir finalement, sans mandat. Et ils m'ont dit, M. Fournier, on vous arrête, on va vous interroger. Et on m'a amené 4 heures de temps au quartier général de la police de Montréal. Et c'était surtout pour m'éloigner de mon domicile, parce que pendant ce temps-là, on a perquisitionné chez moi et on a emporté divers documents, des copies de communiqués et ma machine à écrire, un outil que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, mais on tapait à l'époque sur une machine à écrire, c'était comme un clavier d'ordinateur, mais c'était... alors, et quand ma femme est arrivée chez nous, elle revenait de son travail, on l'a empêchée de rentrer à la maison. Ça a été traumatisant pour elle. Elle était chez nous depuis 3 mois au Québec. Elle m'a dit, Louis, est-ce qu'on est dans un pays d'Amérique latine ici? On m'a souvent demandé à l'époque pourquoi j'avais fini par écrire un livre là-dessus. C'est parce que ça a dû percoler pendant des années. Le fait d'avoir été arrêté, d'avoir vécu ça, c'est cassé de très près pendant 2 mois, hein, toute cette période-là, presque 3 mois. Et donc, ça m'avait marqué et ça m'a marqué profondément pour le restant de mes jours. Alors donc, l'histoire de FLQ, évidemment, ça commence bien avant 70. J'ai en tête l'ouvrage de Marcel Chaput qui a appartenu au ralliement de l'indépendance nationale en 61. Pourquoi je suis séparatiste? J'ai aussi cette autre phrase que vous citez dans votre ouvrage du chanoine et prêtre ouvrier Grand Maison qui dit « Il faut faire péter le système parce qu'on ne l'accepte plus ». Donc, il y a eu, si je comprends bien, plusieurs cellules qui ne se connaissaient pas tous. Parlez-nous un peu de ça. Le FLQ, ça a été un mouvement qui a rassemblé des centaines de jeunes puis des milliers de sympathisants. À partir du début des années 60, il y a eu une douzaine de cellules, de réseaux du FLQ, des grands réseaux là, avec plusieurs cellules. Et ça a commencé en 62 avec un groupe qui s'appelait le Comité de libération nationale, qui est à l'origine du journal du FLQ, qui s'appelait La Cognée, parce que le FLQ a un journal pendant 4 ans. Et donc, la Révolution tranquille s'est mise en branle. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale a été créé en 60. Et les premiers militants du FLQ, c'était des gens qui appartenaient souvent au RN, mais qui voulaient aller plus vite, qui étaient pressés, surtout des jeunes, évidemment, impatients,
et puis un petit peu le romantisme révolutionnaire. Et il voyait ce qui se faisait dans d'autres pays. En Algérie, il y avait une révolution victorieuse, à Cuba aussi. Le FLQ, en 70, quand il y a eu la crise d'octobre, il y avait déjà une longue histoire Une mouvance. avant de plusieurs groupes qui avaient fait des attentats à la bombe. Il y a eu 300 attentats à la bombe au total en 10 ans au Québec. Il y a eu des hold-up pour financer le mouvement. Il y a eu toutes sortes d'opérations. Et finalement, en 70, ça a été une espèce de paroxysme avec l'enlèvement de deux personnes. Il y avait quand même un événement qui s'est passé le 15, donc l'armée arrive, et au centre Paul Sauvé, il y a eu une soirée pro-FLQ, et on voit les gens dans les archives scander Vive le FLQ. Alors c'est sûr que moi, si j'avais été maire de Qu'est-ce que c'est 3000 ben personnes? voilà, mais Des étudiants en majorité. oui, Des étudiants en majorité. Alors vraiment, il n'y avait pas de quoi. Puis les étudiants voulaient commencer un mouvement de grève à ce moment-là. Ça a commencé à peine un peu dans les facultés de sciences sociales à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Mais il n'y avait pas d'insurrection appréhendée, là. Il n'y avait non, aucun. oui, Et on s'est mais servi de cet événement-là parce que ça a permis à M. Vallière, M. Gagnon de faire des discours pour la Révolution, M. Chartrand aussi. Mais 3000 personnes dans un amphithéâtre, qu'est-ce que c'est, là? Hein? Il y avait quand même déjà 6 millions de personnes et plus. 6 millions, je pense, au Québec à l'époque, non? 7, oui. 7 millions déjà, on était. Oui, mais Pas- je vous pas- parle de la manipulation de l'histoire. Donc, Ah, c'est ben un voilà. peu ça qu'on Que- utilise tout ce qu'on On peut a pour utilisé, arriver à ses voilà, fins. on Puis a utilisé, ouais, c'est ça. ce n'est pas le seul événement, mais il a quand même été marquant. Donc, on disait ça, Mm. 497 personnes d'arrêtés sans mandat, dont le poète Gaston Miron, Pauline Julien, votre ami le poète Gérald Gérald Godin. Godin, le syndicaliste Michel Chartrand, André Ferretti, vice-président du RN. Bref, c'était quand même tous des gens, soit des artistes ou des gens qui militaient pour des causes qui n'étaient pas les FLQ, mais disons que... Là, on parle des personnalités, M. Hull, mais les gens qui ont été arrêtés, là, en immense majorité, c'était des simples militants Ouais. de la base, comme on dit, là. C'était des gens qui s'occupaient de l'association locale du Parti québécois, de comités de citoyens, un petit peu partout, là. C'était pas des gens qui étaient dangereux. D'ailleurs, on n'a pas pu porter d'accusation contre à peu près tout ce monde-là, hein. Il y a très, très peu de gens qui ont été condamnés à quoi que ce soit. Alors, évidemment, il y avait des personnalités un peu plus connues, mais il faut penser que c'était du monde ordinaire. Du monde Avez-vous... ordinaire. pourquoi... ben, oui, André Ferretti était plus révolutionnaire que d'autres, mais quand même, Pierre Bourgault, lui, il y en a d'autres qu'on aurait pu penser qu'ils auraient été inquiétés. Monsieur Bourgault, Pierre Bourgault, comme René Lévesque et comme André d'Allemagne, qui a été président du RIN, comme Monsieur Chaput, dont vous avez parlé, ont toujours condamné la violence, clairement. Pierre Bourgault parlait parfois de révolution, là, mais il a toujours condamné la violence du FLQ. Alors que Mme Ferretti, on retrouve des textes de Mme Ferretti, puis des déclarations qu'elle a faites qui étaient beaucoup plus sympathiques au FLQ. Pierre Vallière était un de ses amis. Donc, je ne veux pas justifier l'arrestation de Mme Ferretti, mais il y avait plus de raisons d'arrêter Mme Ferretti que M. Bourgault. Vous savez C'est que sûr. ça a été une de celles qui a été le plus longtemps emprisonnée, là, près de 50 jours. Et, Ils ont voulu faire un exemple Voilà. avec des gens comme Mme Ferretti, M. Michel Chartrand de la CSN, Vallière et Gagnon, Robert Lemieux, Jacques Larue-Langlois, qui était président du comité d'aide au groupe Vallière-Gagnon. Alors, il y a des personnalités qui sont restées en prison, puis on leur a fait des procès qu'ils ont gagnés finalement. On les a accusés à toutes fins utiles d'être les chefs, hein, les meneurs, les lutteurs de ce mouvement-là. Et puis, finalement, toutes ces accusations-là ont été cassées par la suite. Alors, tout ça, c'est une belle grande opération de manipulation, comme vous l'avez dit. J'aimerais revenir sur ce problème de l'aura, en fait, du cadavre de Pierre Laporte, là, qui vient encore nous hanter, puisqu'à chaque jour, on voit des déclarations à gauche et à droite dans les médias de gens qui ne sont pas toujours bien informés. Il y avait quelque chose à l'époque d'assez offensant, c'est que, dans le fond, on essayait même de trouver pourquoi, parce qu'ils n'ont pas choisi Laporte. On s'entend que c'est presque une question de hasard. Ils étaient
dans les parages et il était relativement facile à arrêter. Mais là, après, on dit pourquoi Laporte plutôt que Choquette ou quelqu'un d'autre? Et là, il y a des méchantes personnes qui ont laissé sous-entendre que M. Laporte n'était pas un politicien honnête, qu'il avait trempé dans des histoires de mafia. Et aussi, vous vous souvenez, quand on a lu tantôt l'extrait du communiqué, on avait dit ministre du chômage et de l'assimilation. Alors que, puis peut-être que vous pourrez compléter là-dessus, là, dans le livre de Jean-Charles Falardeau, qui a établi là, une biographie de M. Laporte, on apprend qu'au contraire, Panton, pardon, que Pierre Laporte, dans le fond, avait une conscience souverainiste, nationale. Il a défendu la langue française. Bref, que c'était loin d'être le pourri. Vous avez bien raison. Comme on le décrit dans le film de Falardeau. Vous avez bien raison, M. Hull. Pierre Laporte, c'était un homme qui avait été journaliste au Devoir, un journal nationaliste, qui a fait une belle carrière de journaliste anti-Duplessis, qui s'est battu contre le gouvernement autoritaire et conservateur de Maurice Duplessis. Il a été choisi finalement, vous l'avez dit, un peu par hasard, parce qu'il habitait à Saint-Lambert, pas très loin du lieu de détention à Saint-Hubert, où on voulait le séquestrer. Mais M. Laporte, c'était quand même le vice-premier ministre du Québec. C'était donc le numéro 2 après Robert Bourassa. Et c'était quand même une personne importante et influente. Et donc, ça a forcé le gouvernement Bourassa, Robert Bourassa, à dire on va négocier peut-être là, pour gagner du temps. Voilà. Ça l'a beaucoup ébranlé. M. Laporte avait envoyé une lettre pathétique à Robert Bourassa en lui disant « Décide de ma vie ou de ma mort ». Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on a sacrifié M. Laporte au nom de la raison d'État. On a arrêté les négociations, on a proclamé la loi des mesures de guerre et il s'est ensuivi ce qui s'est ensuivi, mais on a sacrifié M. Laporte vraiment au nom de la raison d'État parce qu'on ne voulait pas négocier avec des terroristes la libération de terroristes qui étaient en prison. Et même son fils l'a affirmé récemment. On a sacrifié mon père et lui, il comprend, a l'air de comprendre aujourd'hui là, pourquoi le gouvernement a fait ça à l'époque. Et c'est malheureux parce que M. Laporte, finalement, pourquoi ça a été lui plutôt qu'une autre personne? Uniquement parce que c'était le plus facile à enlever et à séquestrer. C'est bien malheureux. Oui, je précise que là, vous venez de faire allusion à cette entrevue que Jean Laporte, le jeune fils, à l'époque, il avait 11 ans quand son père a été enlevé et il n'a jamais voulu commenter je dirais, par dignité, par respect. Là, Et là, pour les 50 ans, exceptionnellement, il a rencontré Anne-Marie Dussault dans une suite du Reine-Élisabeth où on avait regroupé le gouvernement et la famille Laporte, et qu'il dit exactement ça. On ne peut quand même pas lui prêter des intentions gauchistes. Là. Il dit « Mon père a été abandonné, sacrifié ». Maintenant, on lui repose la question plus clairement, pourquoi? Et évidemment, vous venez de le mentionner, en d'autres mots, c'était pour casser le FLQ. Et que donc, on s'aperçoit qu'à l'époque, les gens, le service de renseignement, on considérait le mouvement indépendantiste comme aussi dangereux, sinon plus que la menace communiste. Pierre Elliott Trudeau avait dit le séparatisme, c'est du tribalisme. Et il a même dit, ce sont ces gens qui créent un État policier en parlant des felkistes, dont ils seront les premiers à se plaindre. Just watch me. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que dans le fond, qui était d'abord visé par la loi des mesures de guerre? C'était pas le FLQ, c'était le mouvement indépendantiste. C'était surtout le Parti québécois, qui était le seul parti à l'époque qui existait, un parti démocratique. Et puis, ce sont ses membres en majorité qui ont été arrêtés, un peu partout à l'extérieur de Montréal en particulier. Et ce que M. Trudeau voulait faire, c'était de frapper le mouvement indépendantiste en pensant qu'il allait le briser. Mais finalement, vous le savez, 6 ans plus tard, en 1976, le Parti québécois a pris le pouvoir, a pu faire un premier référendum en 80, en a fait un deuxième même en 95. Et donc, on n'a pas pu briser ce mouvement indépendantiste. Il existe toujours aujourd'hui. Le Parti québécois est toujours là. Et puis la question n'est pas réglée. On n'a pas encore fait l'indépendance du Québec. La cognée a été écrite par des gens qui étaient des théoriciens, qui disaient que la révolution était possible au Québec, qu'on pouvait arriver par la violence, éventuellement à une insurrection populaire.
Et tout ça, c'était de la théorie politique, Oui, évidemment. mais eux, ils ne sont pas allés en prison, contrairement à Vallière-Gagnon, qui ont payé lourdement. Ah ben Écoutez, voilà, ils ont été emprisonnés aux États-Unis, c'est ça. dans une prison complètement Ah, délirante, dans laquelle, d'ailleurs, bon, Vallière a va écrit Nègre blanc, écrire son fameux livre dont on Nègre blanc reparlera. d'Amérique, c'est ça dont on Je, parlera. je repars un peu, on disait ça, qu'il y avait vraiment là, une effervescence, que tout le monde était quand même un peu plus ou moins révolutionnaire. Là. Je me souviens de cette phrase encore que j'emprunte à votre ouvrage d'un Régis Chartrand, qui était un militant indépendantiste, qui disait que, dans le fond, le FLQ, ça c'est avant évidemment que ça se dégrade, là, que le réveil matin était donc le réveil matin du peuple endormi. Donc, c'est effectivement, quand on dit le détonateur de l'histoire, bien là, on est passé d'un réveil matin à quelque chose d'un peu plus Ben, grave. c'est lui qui a peut-être donné la meilleure définition du FLQ, parce que finalement, le FLQ, ça n'a jamais été un mouvement très structuré, très organisé, comme on a vu dans d'autres pays, là. Euh, on peut penser à l'IRA en Irlande, l'ETA au Pays Basque, c'était des mouvements qui regroupaient des centaines de personnes. Et puis, c'était finalement ce qu'il voulait faire, c'était il voulait faire du bruit. Il voulait attirer l'attention sur la situation au Québec et en posant des bombes. Et c'était vraiment le terme là, qu'on peut utiliser. Il voulait jouer un rôle de détonateur. Il voulait attirer l'attention, conscientiser les gens. Jamais personne n'a vraiment voulu, sauf les plus théoriciens comme Vallière et Gagnon, faire une grande révolution et une insurrection, là. Mais c'était pour attirer l'attention. Et il y a beaucoup de gens qui ont appris l'existence du Québec par les bombes du FLQ. Hein. Et moi, je dis toujours, les bombes du FLQ, puis la bombe du général de Gaulle en Ouais. 1967, Vive le Québec libre, ce sont les deux événements qui ont attiré le plus d'attention sur le Québec. Alors, le FLQ, il ne faut pas lui donner une importance extraordinaire. Là. C'est quand même pas l'insurrection des Patriotes, les insurrections en 37-38, mais c'était pour attirer l'attention. Et Sauf que c'est quand même ça que les autorités en place ont laissé entendre, puisque donc ils ont grossi l'événement c'est pour un prétexte arriver à qu'ils leur ont, fin. une occasion qu'ils ont Voilà. utilisée, évidemment, pour faire une répression qui a été épouvantable. Évidemment, quand on parle de romantisme révolutionnaire, ça rejoint des chansonniers. On pense à, tantôt, je parlais de Bozo-les-Culottes, de Raymond Lévesque. Quand on l'écoute attentivement, je veux dire, c'est clairement dit là, qu'il y a un pauvre homme qui finit par poser une bombe, qui est aliéné. Et qui fait des années de prison. Quand, Ça. quand Félix Leclerc chante l'Alouette en colère, encore une fois, c'est j'ai un fils enragé, porteur d'eau, qui va se révolter. Donc, il y a quand même des gens, je veux dire, c'est l'ensemble de l'intelligentsia et de la culture. Hubert Aquin, donc, qui va se lancer, qui était d'abord membre du RIM avec André Ferretti, et qui va se lancer dans l'action clandestine et va connaître, évidemment, l'asile psychiatrique, si on peut dire, plutôt que la prison, et qui va rédiger ce célèbre, des plus beaux romans de toute l'histoire québécoise, prochain épisode, et que dans le fond, Aquin a eu cette phrase: la révolution est un acte d'amour et de création. Donc, effectivement, on est dans ce que François Ricard appelait la génération lyrique. Et on n'a pas parlé, M. Hull, de ce qui se passait aux États-Unis, tout proche à cette époque-là. Le mouvement des Noirs américains, qu'on appelle les Afro-Américains maintenant, les Black Panthers. Il y a des gens du mouvement des Black Panthers qui sont venus à Montréal, dont leur premier ministre, ils avaient un premier ministre qui s'appelait Stokely Carmichael, qui est venu à l'université McGill dire oui, la révolution, ça se fait au bout du fusil. Et on avait des propos du genre à l'époque. Aux États-Unis, il explosait plus de bombes au Québec qu'au Québec à l'époque. Il y a eu plein d'attentats terroristes à New York, dans les villes américaines. La violence était très développée aux États-Unis par les Black Panthers, les Noirs, et aussi par un groupe d'étudiants blancs qu'on appelait les Weathermen au début, les Weather Underground, qui, eux aussi, voulaient faire la révolution en posant des bombes aux États-Unis. Alors, c'est pour vous dire que c'était dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, là, il y avait aussi un air du temps, hein, puis un climat qui était à la violence. Et les années 60 ont été très particulières, pas juste ici, là, mais je dirais un peu partout dans le monde. Hein. Ça a été des années où tout le monde pensait que la révolution, c'était pour demain matin. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés là-dedans et qui, malheureusement, se sont retrouvés souvent en prison pour des années. Mais c'est des gens qui ont fait ça au nom d'un idéal, qui était l'indépendance du Québec,
en premier, la révolution socialiste aussi, et surtout avec Vallière Gagnon, il y a eu une période un peu plus marxiste, socialiste. Alors, il faut penser à tous ces jeunes-là hein, qui ont fait ça. C'était une cause qu'ils avaient. C'était des gens qui ont fait ça en s'oubliant eux-mêmes. Et moi, j'admire ça parce que vraiment, se battre pour un idéal, même si on peut être contre la violence, ils se sont quand même battus pour un idéal. Tout à fait. Vous mentionniez tantôt l'action de Vallière et le fait qu'on a été pardon, reconnu à l'international, mais on vous disait même dans votre livre que c'est à New York que c'est parti, puisque effectivement Vallière et Gagnon sont allés à l'ONU pour tenter d'amener la cause du Québec devant l'opinion publique, et c'est là qu'il s'est fait arrêter. Et que, dans le fond, les journaux québécois ont comme été un peu obligés, si vous voulez, d'en parler, parce qu'effectivement, la presse américaine était beaucoup plus organisée qu'au Québec, là où on réalisait peut-être pas encore. Et si je peux revenir un peu sur Stokely Carmichael, écoutez, il a même dit, c'est dans votre livre, nos frères du FLQ. Donc, il y a vraiment là un sentiment d'appartenance, là, parce qu'on a souvent dit, ben voyons donc, nègre blanc d'Amérique, on ne peut pas considérer que, surtout aujourd'hui, là, que la situation des Québécois était à ce point. Le politiquement correct, M. Oui. Hull, aujourd'hui, nous empêche même de prononcer le mot nègre. C'est fou, hein? Mais à l'époque, on parlait des nègres blancs en parlant des Québécois. Et puis, il y avait effectivement, il y a eu des études qui ont été faites à l'époque sur les salaires que gagnaient les Noirs américains puis que gagnaient les Québécois. Et il y avait des similitudes qui étaient assez frappantes parce qu'ici, on revient de loin. Hein. Les gens pensent qu'on est en 2020, mais en 1960, le peuple québécois était exploité d'une façon que les jeunes ont du mal à imaginer aujourd'hui. Et il a fallu des années de lutte pour se sortir un peu de cette situation-là. D'abord, aller à l'école, donner de l'éducation aux gens. Les gens étaient pas allés à l'école longtemps à l'époque. Et puis, il faut essayer de remettre les choses dans le contexte de l'époque. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui est arrivé. D'ailleurs, vous commencez votre dernière version en donnant plus de précision sur ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, Boutillier qui disait, pardon, on tourne autour du cadavre de Pierre Laporte. C'est la grande vedette de la crise d'octobre. Il faut sortir de cela. Mais M. Boutillier a parfaitement raison parce que ce qu'il y a de plus important dans la crise d'octobre, c'est la loi sur les mesures de guerre qui a été proclamée pour la première fois en temps de paix au Canada. Elle avait été proclamée au moment de la guerre de 14, puis ensuite la guerre de 39-45. Une loi des mesures de guerre qui a permis au gouvernement fédéral d'arrêter 500 personnes, presque toutes innocentes, 35 000 perquisitions, abolir les libertés civiles. Pendant 3 mois, on a vécu, je vous le disais tout à l'heure, dans un pays totalitaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus indépendantistes, d'ailleurs, au moment de la crise d'octobre. Alors, la mort de M. Laporte, c'est douloureux. C'est une mort odieuse. On sait aujourd'hui qu'elle était non préméditée. Mais la loi des mesures de guerre aussi est un événement qui est arrivé avant la mort de M. Laporte. Il faut le rappeler. Quelques jours avant. C'est la veille exactement, voilà, le 16 octobre. Dans la nuit du 16 octobre, l'armée est arrivée le 15 octobre. La loi des mesures de guerre le lendemain, parce que l'armée et la loi des mesures de guerre, c'est deux choses. L'armée, c'est en vertu d'une autre loi que le gouvernement du Québec l'a fait venir. La loi des mesures de guerre, elle, suspendait les libertés civiles, permettait d'arrêter sans mandat, de détenir des gens en prison jusqu'à 3 semaines sans porter d'accusation. Alors, c'est cette loi-là dont il faut se souvenir le plus parce que ça a été assez épouvantable. La mort de M. Laporte, on pourra en parler aussi. Et simplement vous dire que dans l'histoire du FLQ, il y a eu 10 morts en 10 ans. Et c'était presque toutes des morts accidentelles, y compris celle de M. Laporte. Et les morts qui ont été non accidentelles, ce sont des militants du FLQ, finalement, qui en ont été victimes. Un règlement de compte à Paris, dans un groupe, et puis un autre militant qui s'est pendu en prison, s'est pendu dans sa cellule avant son procès. Alors donc, de quoi on parle, la crise d'octobre, c'est pas juste de M. Laporte, évidemment, il faut se souvenir, c'est ce que M. Boutillier disait,
qu'il y a eu aussi la loi sur les mesures de guerre. Ces gens-là ne voulaient pas tuer M. Laporte, que c'était pas dans leur projet. Et c'est ce qu'a dit aussi Maître Jean-François Duchesne, qui a enquêté pendant 3 ans sur toute cette histoire-là. Il en est arrivé à la conclusion que la mort de M. Laporte avait été non préméditée. C'est arrivé de façon accidentelle, disons-le comme ça. M. Laporte s'est mis à crier et pour l'empêcher de crier, ses ravisseurs ont fait une prise au cou. Il y avait un chandail de laine épais, une chaînette en dessous de son chandail, comme portaient beaucoup de gens à l'époque, des chaînettes avec des médailles. Et c'est avec sa chaînette, finalement, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'ils ont pu l'étrangler. Et ce n'était pas du tout le but. C'était d'abord pour l'empêcher de crier. Alors, tout ça est établi. Bernard Lortie le dit, Jacques Rose l'a dit aussi, le dit sans le dire, parce que, évidemment, ils ont fait un pacte pour dire qu'ils avaient exécuté M. Laporte, mais on sait bien qu'ils ne l'ont pas exécuté. Sauf qu'encore une fois, ils se sont peut-être aperçus après coup que ça avait comme aggravé leur mauvaise réputation, parce que dans le fond, si on avait au moins reconnu que c'était un malheureux accident, je veux dire, ça aurait quand même dédramatisé un peu le côté ils ont décidé... méchant. C'est ça. C'est Paul Rose qui était le leader de cette cellule-là, qui a écrit un communiqué. C'était lui qui a décidé qu'on présenterait tout ça comme une exécution de M. Laporte. Et ce n'était pas la meilleure décision à prendre dans les circonstances, mais il ne voulait pas reconnaître que finalement, c'était arrivé de cette façon-là. Et je pense que là, à ce moment-là, la sympathie dont pouvait bénéficier le FLQ, il n'y en a plus eu de sympathie. L'opinion publique a basculé complètement du côté de la loi et de l'ordre, et avec raison. C'était une mort odieuse. Et est-ce qu'ils auraient pu l'expliquer, dire qu'ils voulaient l'amener à l'hôpital, et puis que, bon, ça n'a pas marché parce que M. Laporte a crié, puis tout ça. Ils ont préféré dire on l'a exécuté, alors que finalement, c'était faux. C'est complètement faux. C'était dans leur lignée d'une bravade. Là. Quand on est révolutionnaire, évidemment, on ne peut pas reconnaître qu'on fait trop d'erreurs. L'histoire l'a démontré, mais sur le coup, ils ont encore payé pour leurs extravagances, on peut dire. Ah, ils ont tout assumé parce qu'ils ont fait de la prison. Paul Rose a fait de la prison pendant une 12aine d'années. C'est celui qui a fait de la prison le plus longtemps. Et celui dont on pense... enfin, non, je ne dirai pas ça. Vous savez que l'exil, c'est presque pire que la prison, du moins à lire leur récit. On bande Langto et compagnie qui sont allés se réfugier à Cuba. Je veux dire, c'était loin d'être... ils ont été surveillés, encadrés. Eux, ils s'en allaient là-bas dans l'esprit de continuer leur formation militaire, mais ils ont déchanté rapidement parce que le gouvernement canadien avait presque passé une entente avec M. Castro, et puis en France non plus, ça n'a pas été le bonheur. Donc, c'est ça qui les ramène un peu, ça me revient avec les patriotes de 1937, qui eux aussi ont connu l'exil, ont été exilés en Australie, à l'autre bout du monde. Donc, c'est un peu pour ça qu'on comprend cette filiation entre les patriotes et la reprise du dessin d'Henri Julien sur tous les communiqués. Donc, il y a quand même une filiation, même si le mouvement des patriotes n'était pas le côté clandestin. Vous faites un très bon lien parce que les gens du FLQ se sont revendiqués pendant toute leur histoire des patriotes de 1837-38, et puis ceux qui ont vécu finalement le plus la situation des patriotes, c'est ceux qui ont été exilés. Et comme des patriotes avaient été exilés à l'époque, c'est la cellule qui avait enlevé M. Cross, Jacques Langto et puis les autres. Et puis ça les a traumatisés profondément, l'exil. Et puis on voit aujourd'hui la paranoïa que certains d'entre eux ont développée. Madame Langto, par exemple, pense aujourd'hui que le gouvernement fédéral était au courant de tout dès le début. La police fédérale, la GRC, savait où étaient les maisons des deux cellules. Occupait le haut du duplex. Alors qu'ils l'ont fait. Ils ont occupé le haut du duplex durant la dernière semaine, après avoir repéré la maison de la rue des Récollets à Montréal-Nord, mais ils n'étaient pas là dès le début. Mais la paranoïa fait qu'avec les années, surtout, ça fait qu'empirer. Et puis, elle pense maintenant que la police était au courant de tout ça. Ça nous ramène à l'écrivain Louis Hamelin qui a écrit un roman qui va exactement dans ce sens-là, la constellation du lynx. Pour moi, c'est de la pure paranoïa, du pur complotisme. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu
qui ont été des militants du FLQ, qui sont devenus complotistes par la suite parce que ça développe beaucoup la paranoïa. Vous voyez des espions partout, vous pensez qu'il y a des indicateurs qui vous surveillent à droite, à gauche. M. Robert Como a vécu, en particulier, je pense que vous allez le rencontrer, a vécu avec 2 indicateurs dans son entourage, Mme Carole Deveau, et ensuite il a appris des années après que François Séguin, qui était un de ses meilleurs amis, était aussi un indicateur de police. Alors, imaginez-vous là, la paranoïa que ça peut développer Ça développe. chez ces gens-là, parce que et il y en a qui ont fini par conclure que tout le FLQ est infiltré de A à Z, des débuts jusqu'à la fin. Ça, c'est la paranoïa totale. Je dis toujours, parlez-en aux policiers qui ont essayé pendant 10 ans de démanteler tous ces réseaux et toutes ces cellules, le travail qu'ils ont mis. Laissez-moi vous dire que s'ils avaient su, si c'est eux qui avaient organisé tout ça, là, on l'aurait su depuis longtemps. En conclusion, vous qui voyez tous ces témoignages qui reprennent ces propos paranoïaques dans les journaux, à la télévision, vous devez être un peu découragé de voir là, que des esprits supposément objectifs, qui n'ont pas du moins trempé là-dedans, adhèrent à ces thèses. Vous voyez que c'est contagieux, la paranoïa. On vit dans une ère de complotisme, hein, vous le savez, juste par rapport à la pandémie, là. Il y a tellement de gens, là, on vit la pandémie, là, une pandémie épouvantable. Il y a des gens qui ne croient pas que ça existe. Alors qu'il y ait du complotisme, ça ne me surprend plus vraiment aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on parle de ça parce que je pense que c'est une bonne leçon d'histoire là, qu'on fait en accéléré de ce qui s'est passé au Québec. Puis il faut qu'on sache un petit peu ce qu'on a vécu il y a 50 ans. Et il faut que les jeunes, en particulier, sachent ce qu'on a vécu. C'est ça que j'essaie de retenir de cette période-ci. Il y a des couacs, il y a des couacs un petit peu partout, mais l'essentiel, c'est de se rappeler que le Québec a vécu vraiment là, comme si on était dans un pays totalitaire il y a 50 ans. Louis Fournier, merci infiniment. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous et j'ose espérer que mes étudiants pourront aussi apprécier et se lancer dans la lecture de cet ouvrage FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, qui a été republié et réédité et remanié aux éditions VLB Éditeurs. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer et puis de le faire pour un enseignant et pour des jeunes qui sont là pour apprendre. Merci encore. Bonne journée. Voilà. C'est beau. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, vos les culottes